7h42, alors que le nombre de décès suite à la contamination par le coronavirus se porte désormais à plus de 250 personnes, Pékin invite à ne pas céder à la panique tout en mettant en quarantaine les villes concernées par l'épidémie. À l'heure des flux massifs de personnes et de biens, est-il réaliste de circonscrire la propagation de telles maladies contagieuses? Faut-il y voir le retour des grandes épidémies et comment y mettre fin? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Renaud Piarou. Bonjour. Bonjour. Renaud Piarou, vous êtes professeur à la faculté de médecine de Sorbonne Université et chercheur à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. Et vous avez notamment étudié le choléra, l'épidémie de choléra en Haïti en 2010. On en reparlera probablement. Vous avez d'ailleurs consacré un livre à ce sujet, Histoire d'un désastre, aux éditions du CNRS. Que vous inspire le coronavirus? S'agit-il d'une grande épidémie et que faire face à ce mal? Oui, il s'agit d'une grande épidémie, il y a pas de doute. Les chiffres ont évolué, ça va peut-être vous éclairer. Vous avez dit plus de 250 décès. Ce matin, on va annoncer plus de 300 décès. 56 décès de plus, simplement dans les 24 dernières heures. Donc il y a une augmentation très rapide du nombre de cas et du nombre de décès. Ça va être compliqué d'éviter que ça devienne une pandémie avec une transmission, on va dire, sur l'ensemble des pays de la planète ou sur une grande partie des pays de la planète. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça va vraiment être compliqué. D'abord, sur la province de Hubei, on voit bien que les mesures qui sont prises sont extrêmement fortes. Il faut du temps pour voir les résultats, mais pour l'instant, il reste beaucoup de nouveaux cas, 1700 nouveaux cas dans les 24 dernières heures. Ça sert à quelque chose, la quarantaine? Limiter les contacts entre les personnes sur une épidémie respiratoire, ça sert à quelque chose. À Hubei, c'est plutôt ça. C'est des personnes on limite les réunions, on limite les transports en commun, on fait porter les masques. Ça sert à quelque chose sur les épidémies à transmission respiratoire. La quarantaine, ça a plus une utilité pour éviter l'arrivée d'une épidémie d'un endroit à l'autre. C'est vrai qu'on avait complètement abandonné ça. C'est vrai aussi que c'est très compliqué d'empêcher une personne de voyager, surtout qu'avant de tomber malade, elle peut rester en incubation de sa maladie pendant une semaine, pendant même une dizaine de jours. C'est une zone de plus de 55 millions d'habitants. J'ai lu qu'il y avait 5 millions de personnes qui, entre le moment où la maladie s'est déclarée, parce qu'en fait les premiers cas datent de début décembre 2019, et le moment où l'alerte a été sonnée, je parle de l'alerte en Chine, parce que l'OMS a eu encore plus de retard par rapport à ça, Renaud Piarou, 5 millions de personnes sont parties de cette zone, parce que les gens voyagent, et donc parmi ces 5 millions de personnes, il y en a peut-être, il y en a probablement qui sont porteurs de ce coronavirus. Ils sont partis à l'occasion essentiellement des fêtes du Nouvel An chinois, et à côté probablement, je n'ai pas le détail des chiffres, mais on doit être autour de 10 000 cas dans la province de Hubei. Il y a 7 000 cas dans le reste de la Chine. Donc, il ne faut pas oublier que l'épidémie a quand même pas mal diffusé avec de la transmission secondaire dans pratiquement toutes les autres provinces chinoises. Donc, il y a là une deuxième difficulté, c'est que l'épidémie n'est pas circonscrite à simplement une province, mais s'est développée sur l'ensemble du pays, avec beaucoup, bien sûr, de cas importés liés à des cas index, des premiers cas de la province de Hubei. Des cas index? Les premiers cas, sur un endroit donné, la personne qui apporte la maladie, le premier cas d'une maladie, on va l'appeler le cas index, mais c'est donc le signe d'une diffusion de la maladie liée à la mobilité humaine, liée au fait qu'avec les fêtes du Nouvel An chinois, il y a eu énormément de déplacements, mais c'est aussi le point de départ potentiel de nouvelles épidémies. L'origine de cette maladie, elle serait animale, Renaud Piarou. C'est ce qu'on pense. On pense aux chauves-souris. Chauve-souris et civette. Les civettes, c'était l'origine d'un autre coronavirus qui avait donné le syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, qui a eu lieu, je crois, dans les années 2002-2003. Donc, origine animale, un virus qui,
une grande population de virus, de variété de virus chez les animaux et de temps en temps passage à l'homme. Mais alors expliquez-nous comment ça se passe. C'est-à-dire, il y a une chauve-souris, elle a donc un coronavirus. Comment passe-t-il à l'homme? Est-ce qu'il passe sans transformation? Est-ce qu'il y a nécessairement une mutation pour que le virus qui a infecté la chauve-souris puisse infecter un être humain? Ça, on ne sait pas encore. On pense que c'est une chauve-souris. On trouve des ressemblances entre les différents virus. On avance petit à petit, mais on ne sait pas encore ce qui s'est passé, quel est l'animal à l'origine de cette maladie, mais c'est du fait de la présence de virus similaires chez les chauves-souris, donc on se pose la question, mais c'est des recherches à mener, il y a du travail à faire de ce côté-là. On sait en tout cas que la maladie a été à l'origine présente dans un marché, sur un marché à Wuhan. Ce marché, on l'a laissé ouvert quelques jours, puis les autorités chinoises l'ont fermé sans dire pourquoi elles le fermaient. Elles ont dit qu'elles le fermaient pour rénovation, alors qu'évidemment la raison était autre. Autrement dit, on a une idée du foyer unique, ou alors dans les épidémies de ce type, Renaud Piarou, il y a toujours différents foyers. Non, le point de départ est manifestement un foyer unique, puisqu'il y a émergence d'un, on va dire, un clone épidémique, hein, un virus qui va se développer, éventuellement se diversifier au cours de l'épidémie. Mais il y a émergence de ce virus, et comme ces émergences n'arrivent pas tous les jours, mais finalement peut-être assez fréquemment, puisqu'en dehors du SRAS, on a aussi les émergences d'un autre coronavirus, qui est le MERS coronavirus, celui des dromadaires au Moyen-Orient, mais qui lui passe assez mal chez l'homme. Donc on voit ces émergences, et comme elles sont rares, on imagine qu'il n'y a pas eu plusieurs émergences au même moment dans le même marché. Qu'est-ce que c'est qu'un coronavirus? C'est un virus. Après, c'est un virus, bon, on pourrait avoir des termes techniques, c'est un virus ARN, il est enveloppé, mais... Alors les virus ARN, il faut expliquer ce qu'est un virus ARN et la capacité que cela a de muter rapidement. Alors, coronavirus, c'est un virus, son allure avec des spicules autour lui donne un air de couronne, et ça n'a rien à voir avec la bière. D'accord. Pour ce qui est des mutations, j'irai pas très loin dans les explications. Je pense qu'on ne sait pas trop comment le virus va se comporter. Effectivement, il est composé de morceaux de génome qui peuvent éventuellement se modifier, mais on n'a aucune information, pas assez de recul sur ce virus-là. Et si on n'a pas assez de recul sur ce virus-là, est-ce qu'on peut rapprocher cela, par exemple, donc de l'épisode du SRAS qui a marqué les esprits? Est-ce qu'il y a une parenté entre les deux virus, ou est-ce qu'il pourrait y en avoir une, Renaud Piarou? Ce sont deux coronavirus. Ça ne va pas beaucoup plus loin comme parenté. Je vais plutôt parler des différences épidémiologiques. Le coronavirus du SRAS était extrêmement dangereux pour l'homme. Il y avait une létalité, un nombre de décès par rapport au nombre de malades de l'ordre de 10%. Probablement moins contagieux par contre. Et donc c'était aussi une prouesse technique quand même, été arrêté à quelques milliers, 7-8 000 cas, et 10%, donc 700-800 décès, 700 et quelques décès. Là, on a affaire à un virus qui, à mon avis, est beaucoup plus contagieux. Quand on voit les courbes épidémiques, ça paraît évident. On est très largement, on est à 17 000 cas alors que l'épidémie commence à peine. Et une létalité qui est annoncée à 2 ou 3%, qui, à mon avis, est très largement surestimée. C'est peut-être ça la bonne nouvelle. La létalité est annoncée à 2 ou 3% parce que, reprenons la Chine, la province de Hubei, pratiquement tous les morts sont dans la province de Hubei. Pourtant, il y a presque autant, enfin en tout cas, il y a un nombre très significatif de cas en dehors de cette province. Moi, je pense que dans la province de Hubei, il y a beaucoup plus de cas parce que l'épidémie s'est développée. Il est difficile de compter tous les cas. Les cas, il y a des formes beaucoup moins sévères qui doivent rester chez eux et qui ne font pas l'objet de confirmation.
Dans les autres provinces chinoises, on fait attention à ces personnes qui viennent de la province de Hubei et qui présentent des symptômes respiratoires, et on va faire plus d'efforts pour faire le diagnostic. Si bien que la létalité est probablement très inférieure à 2%, ce qui est finalement la seule bonne nouvelle de ce côté-là, parce que la contagiosité, elle, à mon avis, est très importante. Comment a-t-on arrêté le SRAS? Par des mesures de quarantaine, par des mesures de suivi des patients, d'enquête épidémiologique auprès de chaque patient, d'isolement des patients. Voilà, Donc la bonne nouvelle, c'est que ça peut fonctionner, les méthodes de quarantaine, même si c'est bien évidemment très lourd. Mais la mauvaise, c'est que l'on n'a pas trouvé de vaccin et on n'arrive pas véritablement à soigner ces maladies, professeur Pierroux. Attention, déjà sur la quarantaine, c'était faisable quand on avait affaire à quelques centaines ou quelques milliers de cas, surtout sur une maladie grave où on la repère assez facilement. Si on a une maladie avec des dizaines de milliers de cas, voire des centaines de milliers de cas, ce qui pourrait tout à fait arriver très vite, c'est compliqué quand même de mener une quarantaine. Et surtout si ces formes sont des formes finalement assez banales, assez bénignes. Parce que les coronavirus, c'est aussi un des principaux virus du rhume. Donc, à côté du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère de 2003, ou du MERS coronavirus, qui sont extrêmement dangereux, on a aussi énormément de cas de coronavirus beaucoup moins sévères. Lorsqu'on est atteint de ce coronavirus-là, qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que la médecine sait faire pour prévenir les complications? Le traitement symptomatique. Traiter les surinfections, aider à passer un cap d'un point de vue respiratoire. Par contre, il n'y a pas de traitement antiviraux spécifique qui fonctionne et il n'y a pas de vaccin. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il existe des antiviraux contre le SRAS? Non. Ce qui veut dire que finalement... Mais il n'y a plus de SRAS. Ce qui veut dire qu'on a eu du mal à progresser, puisque donc aujourd'hui, lorsqu'on est atteint par ce coronavirus, il peut, je crois, y avoir utilisation d'antibiotiques, pas pour la maladie en tant que telle, c'est un virus, mais s'il y a des complications bactériennes. Oui. Allez, on ne va pas faire le parallèle avec la grippe espagnole, mais la létalité n'est pas la même, la contagiosité probablement inférieure quand même à la grippe espagnole, mais il y a eu énormément de morts. On parle de 50 millions de morts au sortir de la Première Guerre mondiale par cette grippe espagnole qui n'est pas plus espagnole que moi je suis le pape. Mais cette grippe-là a fait beaucoup de morts aussi à cause des surinfections. Et oui, c'était surtout les complications, et là on ne pouvait pas les traiter puisqu'on n'avait pas d'antibiotiques. Donc on a quand même là des moyens thérapeutiques, même si on n'a pas de traitement contre le virus lui-même, qui peut faire des dégâts considérables, qui peut entraîner des décès. On a quand même des moyens thérapeutiques contre ce qui avait fait la gravité de certaines pandémies dans le passé. Ces 300 personnes qui sont mortes du coronavirus, de quoi sont-elles mortes, professeur Pierroux? Si j'ai bien compris, elles sont mortes de pneumonie virale sévère, donc de détresse respiratoire liée à la destruction par le virus des cellules respiratoires. A-t-on affaire à des patients spécifiques, par exemple des patients âgés, des patients déjà malades? Faut-il un terrain propice pour développer une forme grave de cette maladie liée au coronavirus? Oui, manifestement, il y a une injustice. Les hommes de la soixantaine sont plus à risque que les femmes et surtout les enfants. Donc on a une pathologie, et c'était la même chose pour le SRAS, et c'est la même chose pour le MERS coronavirus. Ça touche beaucoup plus les personnes âgées, les personnes fragilisées, les personnes qui ont des problèmes respiratoires préexistants, que les enfants ou les adultes jeunes. Et là, on sait pourquoi. Est-ce qu'on comprend pourquoi les personnes âgées ou les personnes à partir de 60 ans sont particulièrement touchées par cette maladie, plus que les femmes, par exemple? Moi, je ne sais pas. Mais peut-être que quelqu'un sait, mais moi, je ne suis pas au courant. Par rapport à ça, est-ce qu'il est possible d'imaginer d'autres stratégies médicales? J'ai vu que le virus avait réussi à être mis en culture. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est une étape importante, la mise en culture du virus, d'ailleurs en France?
C'est une étape importante pour les stratégies vaccinales. C'est une étape importante pour connaître le virus, son comportement, pour tester éventuellement des traitements antiviraux. Donc c'est capital puisqu'on va pouvoir le produire et le tester dans différentes circonstances. Mais est-ce que, par exemple, le fait que ce virus soit mieux connu, si on prend le SRAS, est-ce qu'on a réussi à le mettre en culture et est-ce que ça a changé des choses en matière de stratégie thérapeutique? Sur le SRAS, on n'a pas franchement eu le temps de mettre en place des thérapeutiques, puisque heureusement, les mesures épidémiologiques ont agi assez vite. Trouver un nouveau traitement, mettre en place un vaccin, on est sur des mois et des mois, voire des années. L'idéal, ce serait quand même d'interrompre la transmission le plus rapidement possible. Est-ce que ça vaut le coup, de toute façon, de faire des vaccins, sachant que, d'ordinaire, si j'ai bien compris, les virus à ARN mutent rapidement. Il n'y a pas qu'eux qui mutent, mais en tout cas, il y a ce risque-là. Ça me fait penser qu'il y a un autre virus ARN pour lequel on fait des vaccins, c'est le virus de la grippe. Et, justement, c'est un vaccin très largement controversé. Alors, on va quand même faire un message un peu plus clair, un peu plus franc. Actuellement, la meilleure chose à faire pour les gens qui nous écoutent, s'ils ne sont pas encore vaccinés contre la grippe, c'est de se vacciner contre la grippe. Parce que ça protège, peut-être pas à 100%, mais ça protège en partie. Et puis, entre la grippe et le coronavirus, la symptomatologie va être fort ressemblante. Et on ne saura pas faire la différence. S'il pouvait y avoir un tout petit peu moins de grippe, si on pouvait ne pas avoir à la fois une épidémie de grippe et une épidémie de coronavirus, ce serait pas mal. Donc si les gens écoutent ce que je dis, s'ils veulent bien me porter un peu de crédit, allez vous faire vacciner contre la grippe. Pourquoi, dans ce cas-là, réussit-on à développer des vaccins contre la grippe? Chaque année, il y a des polémiques pour savoir si c'est la bonne grippe, si on a réussi à savoir de quel virus il s'agissait. Donc, pourquoi y réussit-on alors qu'on a des difficultés? Alors, pas pour le coronavirus en question, puisqu'il vient d'être découvert, mais pour le SRAS, on n'a toujours pas de vaccin. Mais il n'y a plus de cas de SRAS. Donc, quel est l'intérêt? Il faut faire des vaccins contre des germes, contre des virus, contre des microbes qui circulent dans la population humaine. C'est compliqué de faire des vaccins, même contre des choses qui n'existent plus. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on est condamné, professeur Piarou, à voir apparaître des coronavirus, des virus tout court, qui vont donc propager des maladies, parfois des maladies graves, puis disparaître? Ce serait bien si on était à peu près certain qu'à chaque fois ils disparaissent. J'en suis pas certain du tout. On est condamné à voir émerger des nouveaux virus et d'autres problèmes infectieux. Il n'y a pas que les virus. On aura quand même de plus en plus de difficultés. Plus il y a de monde qui vit sur la planète, plus la densité de population est grande, plus il y a de voyageurs, plus il y a de personnes qui prennent le métro, plus il y a de risques de transmission. On va continuer d'évoquer cette épidémie avec vous, Renaud Piarou. Je rappelle que vous avez publié un ouvrage passionnant sur le choléra en Haïti, histoire d'un désastre, aux éditions du CNRS. Vous serez rejoint par Anne-Marie Moulin. Elle est médecin et philosophe spécialiste de médecine tropicale dans une vingtaine de minutes. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un bon réveil. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et oui, car pour évoquer cette épidémie de coronavirus, nous sommes en compagnie de Renaud Piarou, professeur à la faculté de médecine de Sorbonne Université, chercheur à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie. Vous avez consacré un livre au choléra en Haïti, histoire d'un désastre au CNRS, et vous êtes rejoint par Anne-Marie Moulin. Bonjour, vous êtes médecin et philosophe. Anne-Marie Moulin, spécialisée en médecine tropicale et directrice de recherche émérite au CNRS. Que vous inspire le coronavirus? S'agit-il d'une grave épidémie selon vous? Elle est déjà grave par l'état de panique, comme il a été rappelé tout à l'heure. Et à cet égard, je voudrais dire que la peur en soi est un problème, et même un problème médical. Dans la première moitié du 19e siècle, on ne croyait pas à la contagion. Par contre, on croyait au rôle de la peur pour impressionner la personne. On a le journal d'une Saint-Simonienne pendant l'épidémie de choléra de 1832 au Caire,
Et elle explique que tout va bien autant qu'on garde le moral. Il faut se réunir, banqueter, être en forme, etc. Mais si survient tout d'un coup un événement qui fait peur, à ce moment-là, la personne contracte la maladie et meurt rapidement. C'est le cas du médecin avec qui elle vit, qui est un vieux de Napoléon et qui meurt en quelques heures après avoir eu très peur. Alors aujourd'hui, en tout cas, on a peur, on est assailli de questions. Est-ce qu'il faut porter des masques? Et lorsqu'on voyage en train aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens ont des masques. Est-ce qu'il faut se laver les mains? Est-ce qu'il faut... Bref, qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? Le masque, il y a toute une conférence à faire sur les masques, leur qualité, depuis le petit masque chirurgical jusqu'au masque à gaz type Première Guerre mondiale. Et probablement que la plupart des masques ne protègent pas beaucoup. Mais psychologiquement, et d'ailleurs ça fait longtemps que les Asiatiques en particulier, à cause de la pollution et peut-être par peur aussi des microbes, portent des masques de façon ordinaire. Mais ils en portent avec une efficacité certaine ou c'est principalement psychologique? Mais vous avez dit que c'était important de ne pas avoir peur. Donc si quand on met un masque, on n'a pas peur, docteur, c'est peut-être bien. J'ai le souvenir qu'on m'avait présenté, on avait beaucoup discuté le rôle des masques, et que j'avais finalement compris que le masque le plus efficace était un masque qui était tel qu'on ne pouvait pas le supporter plus de quelques minutes parce qu'on se trouvait claustrophobe très rapidement. Se laver les mains. Se laver les mains, c'est symbolique. Je pense que c'est surtout symbolique, mais bon, peut-être que ça a une certaine efficace dans la mesure où on considère que le coronavirus peut se transmettre, par exemple, par la manipulation de viande. C'est à la base de l'interdiction qui a été faite des animaux vivants et la fermeture des marchés en Chine. Professeur Pierre Rousse, lavez les mains. Objection quand même. Quand on éternue, donc le coronavirus, ça donne un rhume, ça donne une toux. On met facilement la main devant la bouche. Ensuite, on a beaucoup de virus sur la main. Si on serre la main à quelqu'un après, on lui transmet le virus de manière assez évidente. D'autres infections respiratoires sont extrêmement sensibles au lavage des mains, comme la grippe. Donc, le masque est quelque chose qui protège peut-être bien quand il est bien mis, et c'est effectivement difficile à supporter, et je pense que ça va être compliqué à faire. Le lavage des mains, indispensable. Dans un contexte de transmission, quand il y aura, il y a à Paris une transmission forte, il faudra bien se laver les mains régulièrement ou se passer les mains à la solution hydroalcoolique pour éviter le transfert du virus. Est-ce qu'il faut s'habituer, docteur Moulin, à vivre avec ces épidémies? Donc, on a parlé du SRAS, on parle maintenant du coronavirus. Est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose qui, à la faveur de l'évolution des échanges, du fait que les individus voyagent beaucoup, il va y avoir de plus en plus d'épisodes de ce genre? De plus en plus, en tout cas des épisodes, c'est sûr. Et c'est la fin d'un optimisme heureux de notre génération. On a cru un temps fortement à l'éradication des maladies, la variole est dans toutes les mémoires, et ça a été très dur de constater qu'au moment où disparaît la variole, le virus du sida arrive, à tel point même qu'on s'est penché sur cette coïncidence en se demandant si quelque part il n'y avait pas un rapport. Professeur Piarou, le fait de voir ces épidémies se succéder aujourd'hui, à moins que ce soit un effet d'optique, puisque vous avez notamment travaillé sur le choléra en Haïti, on sait qu'il y a d'autres maladies graves qui continuent à tuer. Est-ce que le fait de se focaliser aujourd'hui sur le coronavirus est une manière partielle de voir les choses? Ah oui, c'est partiel. Je pense qu'on vit une période où les épidémies regagnent de la puissance. Si on parle du coronavirus, c'est une épidémie, probablement même, on va assez rapidement parler de pandémie, c'est-à-dire une épidémie à l'échelle intercontinentale. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir 50 millions de morts, mais la diffusion est quand même très importante. Cela n'empêche pas d'avoir d'autres épidémies extrêmement graves. On a encore une épidémie d'Ebola sur le dos, elle n'est pas totalement terminée. On a une forte épidémie, si je prends rien que la République démocratique du Congo, en plus de l'Ebola, ils ont une énorme épidémie de rougeole avec 6000 morts l'année dernière, c'est quand même considérable. On n'en est pour l'instant qu'à 360 morts pour le coronavirus, même si ça va augmenter notablement. Donc beaucoup plus
d'épidémies probablement liées à plus de voyages, liées à plus d'êtres humains, plus de promiscuité, plus de contacts dans certains endroits, dans les transports en commun par exemple, ou même simplement l'augmentation de densité de population dans les zones rurales qui facilite la transmission d'un certain nombre de maladies de pays en voie de développement. Anne-Marie Moulin, vous avez travaillé justement sur la fièvre Ebola en Guinée. Quelles sont les difficultés posées par ce type d'épidémie? Les difficultés en Guinée ont été évidemment très exemplaires. Quand une épidémie se déclare dans un pays dont les structures sanitaires sont faibles, sont instables, où la population est très méfiante vis-à-vis des médecins et des autorités, alors là, on a évidemment tout le contexte nécessaire pour une véritable panique. Et tout le monde se souvient de ce gamin qui avait été arrêté, mis dans un centre et qui s'est échappé dans la ville, qui a été coursé, qu'on a réussi finalement à capturer au moment où il allait prendre un taxi de brousse pour rentrer chez lui et il est mort peu de temps après. C'est là une image tout à fait caractéristique de la panique qui s'est instaurée au moment d'Ebola en Guinée. Est-ce que l'on comprend par exemple pourquoi Ebola est aujourd'hui présent, ressurgi, bref, on n'arrive pas à se débarrasser d'Ebola? On ne sait pas grand-chose en fait sur le mécanisme profond de l'épidémie d'Ebola, en particulier le réservoir. Il y a toutes sortes de travaux sur les chauves-souris. D'ailleurs, on reparle des chauves-souris à propos du coronavirus, mais finalement, on ne sait pas tout à fait exactement d'où sort Ebola. En tout cas, lorsqu'Ebola sort, sa diffusion est évidemment favorisée par le contexte d'instabilité, de guerre. C'est le cas par exemple de la RDC aujourd'hui. Professeur Piarou? J'ajouterais aussi une absence de confiance des populations sur à propos de la prise en charge médicale, de la réponse à Ebola en République démocratique du Congo. C'est manifeste. Il y a énormément de difficultés parce que les gens cachent leur cas et évitent de se signaler quand ils ont été en contact avec une personne qui a Ebola. Donc dans un contexte de guerre, dans un contexte de très forte suspicion envers le système sanitaire, l'épidémie d'Ebola qu'on aurait dû juguler beaucoup plus simplement en République démocratique du Congo, puisque maintenant il y a un vaccin, a traîné. Ça a l'air d'aller mieux actuellement, mais ça fait 1 an et demi. Mais apparemment, oui, Anne-Marie. Oui, mais il faut dire que la communication a souvent été de mauvaise qualité. Par exemple, en Guinée et en Afrique de l'Ouest, d'emblée, il a été dit qu'il n'y avait ni vaccin ni traitement. Par conséquent, l'isolement est apparu excessif et a nourri la rumeur que finalement, ces centres de traitement étaient des mouroirs où peut-être on découperait les gens en morceaux. Bon, mais perdre du temps, on a perdu du temps en Chine aussi, puisque les premiers cas, semble-t-il, de ce coronavirus, ils ont eu lieu début décembre, et l'alerte, elle a été donnée bien plus tard. Elle a été donnée quelques jours plus tard. Ce n'est rien par rapport aux 3 mois de l'épidémie de SARS en 2003. Effectivement, là, on avait attendu 3 mois. 3 mois. Effectivement, là, il semble que les premiers cas ont été accueillis de façon rebutante par les autorités qui ont fait le silence, mais ça a duré très peu. Le jour de la Saint-Sylvestre, la Chine a notifié au comité de l'OMS la nouvelle de la maladie. Et le retard, si vous jugez que c'en est un, de l'OMS, puisqu'il a fallu 1 semaine pour que l'OMS décrète une alerte. La bureaucratie est lente et fait attention à ses effets d'annonce. Elle a de longues expériences dans ce domaine. Oui, lesquelles? Celle du choléra, par exemple. Professeur Piarou, le choléra en Haïti, il faut rappeler ce qu'a été cette véritable catastrophe où là, on a tout fait pour cacher la vérité aux Haïtiens. Oui, parce que cette épidémie, pour le coup, ne venait pas des chauves-souris ou des civettes ou de quelconque réservoir animal. Cette épidémie avait été importée par les casques bleus. Involontairement, certes, mais avec des négligences considérables. Et là, ça m'amène à être des fois très méfiant quant à la communication officielle, puisque la communication officielle a été organisée de sorte à faire croire que le choléra avait débuté dans des circonstances différentes,
en particulier qu'elle était liée à l'émergence de la bactérie dans un réservoir aquatique comme l'estuaire des rivières. Alors Donc il faut être très méfiant sur cette communication de toute manière. Vous avez étudié ce cas, on a d'ailleurs consacré un superfell qui est sur le site de France Culture à cette maladie, et ce qu'il y a d'étonnant et d'épouvantable dans ce cas-là, c'est qu'on a sciemment menti. Je dis on, mais en fait il est possible de dire qui a menti et qui a caché la vérité aux Haïtiens, professeur Piarou. Individuellement, c'est compliqué. Sur le plan des institutions, oui. Il y a eu, de la part en particulier de la branche américaine de l'OMS, une volonté de cacher l'origine, comme de la part d'autres institutions. L'Office de coordination des opérations humanitaires des Nations Unies a produit des cartes qui donnaient une idée fausse du début, et il y a eu d'autres institutions impliquées. Les individus, je ne sais pas, je ne peux pas dire quelle personne. Je ne vais pas incriminer des individus, mais en revanche, il y avait une logique collective. Si on avait dit la vérité, l'épidémie aurait été jugulée plus vite. Très très tôt dans l'épidémie. Si au moment où, puisque ça ne peut s'être passé que comme ça, les soldats ont été malades, officiellement, bien sûr, personne n'a été malade, sauf que leur fosse septique était à la fin pleine de vibrio cholérés, suffisamment pour contaminer un fleuve. Donc si les soldats qui venaient d'arriver avaient été isolés, mis en quarantaine, si leur fosse septique avait été traitée, on n'aurait pas eu cette explosion épidémique en Haïti. Docteur Mouna. Cela nous rappelle que l'épidémie est au fond toujours quelque part politique. Par exemple, aujourd'hui, la Chine joue la transparence. Elle joue la transparence et c'est important, c'est un phénomène politique. Elle la joue d'autant plus que quelque part, elle veut rappeler qu'elle est un grand pays et elle veut effacer quelque part l'humiliation bien inconnue suite aux guerres de l'opium et aux traités inégaux du XIXe siècle. Et oui, cela remonte aussi loin. C'est pour ça que cette affirmation... Quel lien faites-vous entre les guerres de l'opium et ce qui se passe aujourd'hui ? L'humiliation. L'humiliation peut durer jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'elle est présente dans l'esprit des Chinois qui revendiquent une modernité totale. Et la preuve, c'est qu'ils édifient un hôpital en, je ne sais plus, quelques jours, sous l'œil des caméras, pour montrer qu'ils sont capables de tenir tête à un fléau. Est-ce que vous pensez qu'on peut leur faire confiance ? Parce qu'il y avait un grand article dans le New York Times hier qui expliquait malgré tout que la décision de déclarer qu'il y avait épidémie était bien entendu une déclaration politique en Chine, qu'on avait quand même mis sous le boisseau quelques jours l'information, et à partir de là, puisque on a déjà eu un arrangement avec la vérité, est-ce que ça ne continue pas, professeur Piarou ? Moi, je voudrais quand même insister sur le fait qu'ils avaient quand même très intérêt, ils ont eu le nez fin dans cette histoire-là, très intérêt à communiquer très rapidement. Effectivement, au 31 décembre, quand ils disent qu'il y a une épidémie et qu'ils sont inquiets, il n'y a pas encore de morts officiellement, il y a quelques dizaines de cas. Ils ont déjà menti, puisqu'ils ont fermé le marché où était le foyer en disant que c'était pour le rénover. Et je pense qu'il y a eu des sanctions prises. Et une fois que ça monte au niveau central, ils s'aperçoivent que c'est quand même une situation très inquiétante. Et vous voyez, malgré tout ce qui a été fait et l'importance de la réaction, on en est maintenant à une transmission sur la province de Hubei, mais dans toutes les autres provinces chinoises. Et on en est à 17 000 cas, qui est quand même... et certainement, c'est une sous-estimation du nombre de cas. Donc cette épidémie est partie très vite. Et je trouve que les autorités chinoises n'ont pas surréagi. Ils ont fait probablement ce qu'ils pouvaient faire dans ce cas-là. 17 000 cas sur une province d'un peu moins de 60 millions d'habitants. Sur la Chine, peut-être 10 000 cas sur la province. Est-ce que c'est beaucoup de cas par rapport à une épidémie, mettons, de grippe ? Parce qu'on est au début. C'est beaucoup de cas parce qu'on est au début. La comparaison avec la grippe, c'est sympathique, mais on a quelque chose qui est diffusé à l'ensemble de la planète, qui est déjà installé partout à la fois, donc on peut avoir plus de cas. Mais au tout début d'une épidémie, à cette vitesse-là, il y a quand même quelque chose de très alarmant. Heureusement, je le répète, il y a plus de cas, mais probablement la létalité, le nombre de décès parmi les cas est surestimé actuellement parce qu'on ne voit que les cas graves sur la province de Hubei. On a 10 000 cas, on a 360 décès. Ailleurs, il n'y a pratiquement pas de décès parce que je pense qu'on détecte des cas
plus précoce. Docteur Moulin. Et comme toujours, il y a un problème parce que la Chine est un peu suspectée de ne pas toujours respecter les droits de l'homme. Donc comment gère-t-on une épidémie partant de, soi-disant, démocratie sanitaire? C'est là un équilibre délicat à trouver entre l'intérêt de la collectivité, le principe de précaution et le respect des droits individuels. Est-ce que la France fait ce qu'il faut faire, professeur Piarou? On a évoqué tout à l'heure dans le billet politique de Frédéric Seyss, par exemple, ce qu'on avait fait contre la grippe H1N1 avec les doses de vaccins qui avaient été mises à disposition, avec le Tamiflu, un médicament dont on a questionné l'efficacité. Est-ce que là, on va être fort de ces expériences antérieures et ne pas reproduire certaines erreurs? Ce ne sera peut-être pas les mêmes erreurs. Pour l'instant, il y a rien à dire. La gestion des premiers cas importés est tout à fait correcte. Il n'y a pas de souci. Rapatrier les personnes, les mettre en quarantaine, c'est intéressant quand même. Cette idée de quarantaine avait disparu. Elle revient. Je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, c'est le coup d'après. Est-ce que si la transmission s'installe en Europe, est-ce qu'on est suffisamment équipé? Est-ce qu'on va pouvoir faire, je vais être provocatif, aussi bien que les Chinois dans la réponse? Est-ce qu'on sera capable d'ouvrir un nombre de lits suffisant pour prendre en charge les patients dans les hôpitaux avec la crise actuelle, avec la démission des chefs de service? Est-ce que finalement on saura répondre? Est-ce qu'on produira suffisamment de masques pour quand même protéger tant que faire se peut la population? Des masques spéciaux, pas des masques des masques plus... c'est des tissus, c'est des produits synthétiques, mais des masques de type FFP2 par exemple, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret. C'est les masques un peu en canard qui protègent quand même de manière plus forte. Le simple petit bout de tissu d'une protection extrêmement ténue quand même. Donc, est-ce qu'on aura cette capacité? Ça, je ne sais pas, mais je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je ne veux pas faire de procès d'intention. Mais le coup d'après, c'est quand même réfléchir à prendre en charge un plus grand nombre de malades et organiser les choses pour qu'il y ait moins de transmission dans la population. Pour une pathologie à transmission interhumaine par voie aérienne, c'est important. Docteur Moulin. C'est l'occasion de rappeler que les quarantaines sont à la fois archaïques et modernes. Elles sont archaïques puisqu'elles remontent au XIVe et XVe siècle au moins, et elles ont prouvé dans le passé une certaine efficacité. Par exemple, Marseille a été quarantainée tout entière en 1720. Apparemment, cela aurait empêché la peste de se transmettre à toute la Provence et même à tout le pays. Mais il faut voir que la quarantaine n'est pas toujours aussi caricaturale qu'on l'a dit. Par exemple, elle peut s'étendre, elle peut comprendre ce qu'on appelle l'isolement communautaire, c'est-à-dire l'isolement chez soi, voire un isolement modulé. Par exemple, on est tenu de rester chez soi, mais on peut quand même sortir pour aller s'acheter de quoi manger, à condition de ne pas prendre des transports en commun. Et là, il y a des gens qui surveillent et il y a des peines, c'est prévu à Wuhan, des peines de prison et des grosses amendes. Mais donc ça peut fonctionner, c'est quelque chose qui a une efficacité véritable, professeur Piarou. Le problème, c'est qu'en fait, il est compliqué de prévoir l'évolution des épidémies et c'est la raison pour laquelle, dans les crises passées... On est dans l'incertitude. C'est vrai que de repasser les reportages de l'époque pour le syndrome aigu respiratoire sévère ou d'autres, c'est facile quand on arrive après de dire il n'y a eu que 700 morts. À l'époque, quand même, je pense qu'on n'est pas passé très loin. Je ne suis pas du tout alarmiste, mais je pense quand même qu'on n'est pas passé très loin d'une diffusion plus importante. On ne sait pas ce qui va se passer pour faciliter la diffusion. Concernant cet épisode actuel, la transmission est plus importante, incontestablement. Officiellement, on a 17 000 cas. On n'en a eu que 7 000 sur cet épisode du SARS. Et oui, on dit qu'aujourd'hui, on a plus de morts du coronavirus que de l'épisode précédent. En Chine, on est encore à la moitié du nombre de morts de l'épisode précédent, mais il faudra une semaine, et dans une semaine, je suis à peu près certain qu'on aura atteint ce nombre de morts. Dans une semaine. Docteur Moulin, pourquoi est-ce si difficile de prévoir ce qui va se produire? Est-ce que, par exemple, il n'est pas
possible de servir des expériences du passé. Vous évoquiez l'histoire des épidémies et la manière dont on a réussi à les juguler. C'est toujours utile de parler du passé. C'est pas seulement un plaisir, c'est intéressant pour essayer justement de gouverner l'avenir. Mais on réagit aussi par rapport à des événements. Par exemple, quelque part, cette épidémie de coronavirus vise un management exemplaire et par exemple par opposition avec la peste de Surat qui avait eu lieu en Inde. Je crois que c'était en 1994 ou 95, et c'était une épidémie de peste qui avait été suivie d'une panique totale. Les habitants de la ville de Surat s'étaient répandus dans toute l'Inde, et à ce moment-là, l'Europe et le monde entier a réagi en barricadant les aéroports, en maintenant les familles indiennes dans des conditions innommables, et aussi bloquant les marchandises avec une perte à gagner terrible pour le gouvernement indien. Donc c'est aussi par rapport à cette diffusion très rapide et cette réponse inhumaine que quelque part l'épidémie actuelle a une valeur exemplaire et on suit avec intérêt les développements. Ah oui, parce que les maladies peuvent circuler avec les marchandises. Bien sûr, et de toute façon, la suspicion est probablement excessive. Par exemple, en Guinée, on a détruit des dépôts de céréales qui probablement n'étaient pas implicables et qui ont eu évidemment un effet très fâcheux puisque les gens non seulement pouvaient mourir d'Ebola, mais surtout ils pouvaient avoir faim. Professeur Piarou. En tout cas, pour le coronavirus, je ne suis pas très inquiet à propos des marchandises. C'est quand même l'homme qui est transmetteur. Tout dépend de l'agent pathogène, tout dépend du microbe ou du virus en cause. Justement, parce qu'il y a des interrogations à chaque fois sur la résistance du virus. Est-ce qu'il lui faut de l'eau? Est-ce qu'il survit facilement? Là, on ne sait toujours pas si ce coronavirus est résistant ou pas. On a des notions sur les coronavirus en général. Ils résistent quand même quelques heures dans le milieu extérieur. Plus c'est humide, mieux c'est. On n'a pas de... Peut-être... Je ne sais pas, hein, mais peut-être qu'on n'a pas encore de résultats sur celui-là. Mais bon, c'est un virus qui peut tenir... là, si quelqu'un s'installe à ma place après, il aura peut-être droit au coronavirus. Non, j'en ai pas. Donc. Vous avez l'air d'être en bonne santé. Docteur Moulin, donc il est difficile de prévoir. Les précautions que l'on peut prendre sont des précautions de bon sens en matière donc de se laver les mains, ces différentes mesures d'hygiène. Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on pourrait faire en France pour se prémunir contre ce coronavirus ? Je crois que la ministre et le gouvernement est en train d'essayer justement de trouver ce juste milieu dont parlait Renaud Piarou tout à l'heure, entre panique et précaution, et aussi de faire face à la relative incertitude scientifique. Car en dépit des progrès incontestables de la génétique des virus et de l'épidémiologie, il y a encore des choses qu'on ne sait pas sur les coronavirus. Un dernier mot, professeur Piarou. Incertitude, j'aime bien ça, oui. On ne sait pas tout et il va falloir naviguer dans cette incertitude. Je ne suis pas là pour rassurer finalement. Merci d'avoir été avec nous ce matin, professeur Piarou. Choléra Haïti 2010-2018, histoire d'un désastre. C'est aux éditions du CNRS. Merci Anne-Marie Moulin.